Ici, la maison remplit toute une série de fonctions, mais surtout, là, elle a une fonction première, c'est que la maison parle à la première personne elle dit « je » et « moi ». Dans cette maison, il n'y a que des lignées, avec des gens qui se repassent transitairement, enfin, qui sont là de façon transitaire, et qui se repassent un bien, qui ne leur appartient pas. Ils en sont dépositaires et responsables. Donc la maison dit « je ». Alors vous avez ici, par exemple, ici fait l'homme ce qu'il peut, et fortune ce qu'elle veut. Signé Jean de Casabiel, me fit bâtir en 1632. Me fit bâtir. Ici, elle est en basque, adiskidentzat lehenik, aux amis d'abord, helsen denean pobrerik, aux pauvres qui viennent, et Tchayer, nord gabédénique, aux ennemis, mais qui n'en a pas, à tous, je suis une porte ouverte. Vous ne savez pas qui a dit ça? C'est la maison qui vous dit ça. Ici, Marc-Antoine Saint-Gemme m'a fait reconstruire l'an 1802, c'est 10 de la République. Paix, bonheur et gloire éternelle à tous ceux qui m'habiteront. Salut. C'est pas la villa, mon souci. Ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, m'a fait bâtir l'an 1806. Comment elle s'appelle, qui habite là? Qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est elle qui parle. Alors, bien sûr, je vous prends un cas. Bon, c'est chez moi, je ne fais pas d'histoire. C'est mon ami Michel Rubistondo, tailleur de pierre à Sarre, qui m'a fait le linteau. Ma maison s'appelle Argain Beheria. Pourquoi? Parce qu'elle est en bas de la maison Argainia. Donc, facile à trouver. Argain Beheria, nice. Je suis Argain Beheria et je suis né en 2002. Quant aux symboles qui sont dessus, c'est le secret entre le tailleur de pierre et ma famille, entre nous. Pas besoin de le savoir. Voilà. Donc, la maison va maintenant enterrer ses morts. Peu importe qui sont les morts. On s'en fout, ils sont de la maison, ils sont de la Housseau. Sépulture de la maison de Chegaraya, 1686. La maison appartenant à la lignée, vous ne pouvez pas en disposer. Si jamais pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de la vendre, si moi par exemple, je la vends à Eliandé, mais je peux revenir quelques années plus tard, dire à Eliandé, tu dois me retourner la maison, au même prix que je te l'ai vendue. Sauf s'il a fait des réparations, j'ajoute. Mes enfants peuvent réclamer à ses enfants le retour de notre bien. Le fort stipule toutefois et quand que bon lui semblera. C'est le retrait lignagé. D'où l'explication de ce linteau classique que vous avez dans la rue d'Ainois. Cette maison appelée Goritia a été rachetée par Marie de Goriti, mère de feu Jean d'Olagaray, des sommes par lui envoyées des Indes. Il est parti en Amérique, se faire de l'argent. Laquelle maison ne pourra se vendre ni engager, faite en 1662. C'est clair, on ne vend pas le lignage. C'est notre identité, vous ne vous vendez pas. Ici, le curé Martin d'Echeverry, il est prêtre, tout ce qu'il faut. Oui, d'accord. Mais il est de la maison de Bouroutigna. C'est clair, hein? Il est curé, mais de la maison. Ici, c'est encore mieux. Les femmes avaient été interdites de testament en France. Mais chez nous, les femmes pouvaient tester. Elles avaient le droit complet, le Bilsa, le fort leur accordait toute liberté. Alors vous avez ceci qui est tout à fait amusant. Cette pierre tombale, vous l'avez sous le porche de Souraïd, je vous la traduis. Emen pauchatiada, ici repose Maria d'Artagieten Gorputza, le corps de Maria d'Artagiet. Behola Coanderia, patronne de Behola. Batista Aranen Esposa. Vous avez compris avec qui il est marié, vous avez compris qui est le gendre, vous avez compris qui commande dans la maison. Et ça ne date pas de Mathusalem, hein, 1838. Alors, la lignée va se donner un représentant par génération pour assurer la transition, forcément. Le premier, garçon ou fille. Sépulture de
Domino, oui, dame de Fagalde, la patronne de la maison Fagalde. Sépulture de Julia Itio de Olain, dame, voilà. Ici, vous avez Sigi Jean Aousagaraya, héritier unique de Mendiboulia. Si ce n'est pas clair, là, vous ne comprenez pas. Hein. Puis vous avez d'autres ici, Sépulture de Gracia, l'héritier. Ce sont des titres auxquels nos anciens tenaient fortement. Ils sont héritiers et co-seigneurs. Ils vont s'intituler seigneurs. C'est pour ça que des gens comme Delancre vont hurler quand ils vont venir à la boue. Comment ces gens-là, ils ont des cabanes à cochons, ils se disent seigneurs? Mais c'est une honte. Mais ici, vous avez Catherine d'Etchegoy-Selay, maîtresse ancienne de la maison. Pourquoi? Parce que quand les jeunes se marient, ils seront maîtres jeunes. Les vieux sont toujours maîtres anciens. Et la maison sera gérée par l'accord nécessaire entre les deux familles, entre les deux groupes, la maîtresse ancienne et le maître jeune. Ici, par exemple, dans les archives, ça c'est des archives d'Aïnois, vous avez ici, par exemple, Martin d'Oyersabal, qui est le maître vieux de la maison Arbona. Ici, vous avez Pierre d'Irigoyen, qui est maître jeune de la maison Menaouténia, etc. Ici, par exemple, cette femme va donner sa maison à son gendre et à sa fille, qui sont maîtres et maîtresses jeunes des dites maisons. Donc, notarialement, c'est mis, c'est fort comme titre. Alors, bien sûr, Lecce, et je vais terminer sur ce volet, j'espère ne pas trop vous épuiser. Elle est immergée dans un espace sacré. Ici, vous avez Notre-Dame d'Aranza, le petit point blanc, la chapelle d'Aïnoa, et ici, c'est Olain, la chapelle d'Olain qui est à Sarre. Elle a été détruite parce que pendant les guerres napoléoniennes, ils ont fait une redoute, la misère des guerres. Alors, vous avez ici la grotte Arpeco-Chainoa. Alors, dans le sud-ouest, on l'appelle le Saint-Kissu, parce que le sud-ouest, c'est la bêtise incarnée. Bon, enfin, non, je n'ai rien dit, excusez-moi. Alors, dans la montagne, dans la grotte, vous avez un mythe qui nous relie directement à la déesse mère, à Marie. Et au fond, vous avez la déesse qui est là, qui suinte une eau qu'on vient chercher avec un linge pour se guérir de l'eczéma, des maux de paix, etc. Et dans une autre, vous avez des pièces enfoncées dans la roche. Or, un voisin d'Aïnoa me disait que quand il avait refait la cuisine chez lui, autour de la cheminée, il avait trouvé des pièces glissées comme ça et rentrées de force dans la pierre. C'est-à-dire ces rites sont transposables de l'un à l'autre, d'un endroit à l'autre. Alors, ce qui fait que la maison va être un temple, ce temple tourne autour de la femme. Je ne vais pas insister beaucoup dessus, mais lorsqu'on va être christianisé, c'est-à-dire lorsqu'on va nous construire des paroisses, ces rites vont être transportés et remodelés en conséquence dans l'église. En particulier les morts qu'on avait dans la maison, vous le verrez, vont être mis maintenant dans des nécropoles, on ne sait trop où encore pour le moment, puis à un moment donné, ils vont arriver avec les églises dans le cimetière, puis ils vont rentrer dans les églises à partir du XIIe, XIIIe siècle et devenir les tombes que l'on a maintenant dans les nefs d'église. Alors, ici, vous avez la situation au premier millénaire. Ceux qui lisent le basque comprendront bien. Hein. Voilà ici un village basque du premier millénaire qui a été fouillé. Voilà, vous rentrez ici, vous avez 3 pièces. La première pièce avec le four, la deuxième pièce ici avec le foyer central, et puis au fond des banquettes pour s'asseoir. Voilà, ici. Eh bien, lorsque les archéologues ont fouillé cette maison, ils ont trouvé systématiquement contre les murs les squelettes des petits-enfants. Les petits-enfants ont été enterrés dans les maisons, contre les murs. Les adultes étaient brûlés, incinérés et étaient mis dans une nécropole en dehors. C'est la Hoya, ça c'est à côté de la Guardia, en Alava. Bien. Alors maintenant, une chose que peu savent, voilà par exemple une maison avec une tombe d'enfant dans la cuisine. J'avais été appelé pour la voir, et c'est la patronne de la maison qui m'a raconté cette histoire. Depuis, j'ai retrouvé au moins 2 ou 3 sépultures dans des cuisines, dans des situations à peu près comparables, donc avec souvent des inscriptions dessus.
Et là, nous allons commencer maintenant à nous poser de sérieuses questions. Voici ici la patronne d'une maison d'Aïnois qui demande qu'après la séparation de son âme, qu'elle soit enterrée dans le sanctuaire de l'église paroissiale du présent lieu. Dans le sanctuaire, pas au cimetière. Hein. Elle veut être dans le cimetière. Ce qui fait que c'est là que vous avez l'origine des diarlicous qui pavent nos églises. Ce sont les tombes sur lesquelles se tenaient les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes faisaient le rite pour les morts dans les maisons, et maintenant elles vont les faire à l'église. Elles vont transporter le rite et le remodeler sous la direction de l'Andeli Shirora. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, on va commencer à interdire les inhumations dans les églises pour des questions sanitaires, etc. Et on transformera ces anciennes tombes en diarlicous. Vous voyez ici un diarlicou en 1824, c'est-à-dire à l'emplacement de la chaise. On vous dira, c'est là qu'est la maison. Mais en fait, à l'origine, c'est là qu'est la tombe de la maison. La lignée, elle est là. Les ancêtres sont là. Mais les morts sont partis, mais ils sont partis où? Voici une tombe en Basse-Navarre. C'est une maison noble, et le caveau communique avec le monde extérieur par une petite grille en fer forgé. Alors notre mythologie est très silencieuse au sujet de ce que sont devenus les morts. Mais les vieux, et certains d'entre vous doivent certainement se rappeler, vivaient avec une certaine sainte terreur des aliments erratiaques. Ils envoyaient partout dans les greniers, la nuit, sur les chemins, etc. On a des montagnes d'histoires là-dessus. Ce qu'il y a de tout à fait curieux, c'est ceci, c'est qu'on va persister à associer les morts du moment avec les morts de la lignée lorsqu'on leur va faire les listes d'églises. Mais attention, les listes de messe à l'église, mais attention, l'église ici ne va pas vous parler des morts, elle va vous parler des âmes. Ça va changer le discours, c'est pas pareil. Ce qui fait que ici, dans cette famille, dans cette liste de maisons, vous avez la famille qui offre 6 messes pour le défunt, pour le mari qui était mort, pour le père et la mère qui sont les vieux patrons, probablement, et attention, et ceti catera diren alimensat. Pour les âmes sorties de la maison. Ça, c'est la formule standard de toutes les intentions de messe jusqu'à l'entrée du XXe siècle. On offre les messes pour ceux qui sont partis de la maison. On sait qu'ils sont partis d'ici. Après, alors, il est probable que le premier sanctuaire et nécropole fut Lecce, puis probablement la Capella, la chapelle de montagne, la chapelle à l'écart, où officier l'Andeli Shirora, c'est le monde Bacha que parle mon ami Thierry Truffaut, le monde sauvage, il appelle ça. C'est-à-dire un monde qui n'est pas un monde docile de paroisse. En fait, c'est le monde des Menditars qui est là. C'est le monde déjà de la montagne. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Ce monde de Bacha est centré sur Lecce, tourné au soleil levant. Ce monde est centré sur l'Andeli Shirora, qui est la grande organisatrice. Ici, à Saint-Jean-de-Luz, vous voyez 2 Andeli Shirora qui ont ce grand linge blanc, qu'elles vont poser sur les épaules des jeunes mariés à l'église. Ce rite est un rite qui est déjà rapporté au XIe, XIIe siècle. Donc, ils sont en train de nous raconter des choses, modifiées, pas modifiées, je ne sais, mais qui nous viennent de très très loin. Et sous le porche de l'église de la Honxe, l'Andeli Shirora est à côté de la tombe des Cuées. Et vous voyez qu'on lui dit d'aller au ciel, Serulat, on lui met, et lui ici, on lui met des croix basques. Quel joyeux mélange! Je ne sais pas si l'évêque de Bayonne a vu ça, il ne serait pas très... Bon, enfin bref, parlons d'autre chose. Ici, la tombe de l'Andeli Shirora, elle a été déplacée. Avant, elle était chez nous, ici en bas. Elle n'était pas à l'hôtel. Maintenant, elle est mise ici, à côté de la tombe d'Achular, qui est ici. Et sur cette tombe écrite en basque, il y a Hauda tomba eriunek finkatua, faite par le village. C'est le village qui a fait la tombe. Attention, ce n'est pas l'Andeli Shirora, ce n'est pas les pompes funèbres, c'est les Anso. Ils ont décidé. En 1686, Oraiden Shiroraren, donc pour la Shirora de maintenant, est à Igan Diren Yarlikua et à Sepultura Autatua. C'est-à-dire pour la Shirora de maintenant et de toutes celles qui sont à venir. Et c'est le village qui a décidé ça.
Vous êtes là, en plein clash, entre un monde romain qui est en train de vous faire une liturgie avec retable, curé, etc., et vous avez à côté la religion domestique des Aousso, qui est là derrière. Ils sont côte à côte. Deux villages que j'ai particulièrement étudiés, Sarre et Aïnoa. Prenons le camp d'Aïnoa, ça ira plus vite. Aïnoa, vous avez Capera ici, la chapelle d'Aranza qui est dans la montagne. Le lundi de Pentecôte, on fête la chapelle, on fait une procession pour fêter la Vierge qui aurait apparu dans un buisson, puis une fontaine aurait jailli, etc. Bon, je passe sur les détails. Les gens d'Ordassoumi montent à pied. Les gens d'Espelette viennent à pied. Les gens d'Itsassou montent à pied ici, je l'ai vu ça. Et nous montons derrière la clique depuis la paroisse en bas, et derrière le drapeau français. Comme des moutons, bien en rang. Alors que les Menditards, ils montent comme ça. Et la chapelle est jalonnée d'un chemin de croix et va faire partie du système des rogations et de la Saint-Marc qui dessine une croix dans l'espace. La chapelle est récupérée dans le système ecclésiastique. Et ici, je vous ai mis cette flèche, car pour Carnaval, les cache-carottes d'Aïnoa parcouraient le village en sens inverse des aiguilles d'une montre. C'était le rite inversé dans toute sa splendeur. Ici à Sarre, quand vous regardez les croix de Rogation et de la Saint-Marc, elles dessinent également une croix dans l'espace. Et les chapelles, ici, sont également, la chapelle Saint-Esprit de la Rune, celle d'Olaine, celle de chose, là, j'ai perdu le nom maintenant, bon, enfin bref, bon, peu importe. Et celles-là sont fréquentées par les gens de la montagne, et ici, ce sont les gens pas forcément de la montagne, mais c'est des gens qui ne vont pas forcément à la messe qui viennent ici. Ce qui fait que, on termine maintenant avec cette image, vous voyez que si on prend un village basque typique de la montagne ici, voilà les croix de Rogation. Elles sont parcourues régulièrement par la Saint-Marc et les Rogations, où le curé bénit. Et donc, il fait les exorcismes. On le fait toujours pour le lundi de Pentecôte. Et le curé, depuis la chapelle, conjure la grêle et tout ça. Puis nous avons après la messe Hari Contra aussi à la chapelle. Donc tout ça, c'est très lié. Hein. Et nous avons repoussé ici dans l'angle, eh bien, avec l'ermitage, nous avons la capera, nous avons repoussé les bois, puis les miasmes, là, tout ce qui n'est pas très clair, quoi. Les Inguma, Mamoua, toutes ces histoires-là. C'est pour la montagne, tout ça. C'est un peu la nuit, tout ça. Et ici en bas, par contre, on fait éclater Peshtaberi, on porte le dé, on fait du clinquant, on s'arrête au reposoir, etc., etc. Oui, mais on a deux mondes. On a deux mondes, manifestement. On a deux mondes qui sont intriqués l'un dans l'autre, c'est évident. Ce qui fait que Bonifacio de Cegara, il disait « Les attributs quasi religieux assignés aux limites soulignent l'attachement notoire au sentiment d'appartenance. » Et vous voyez là que Lecce et Laosso sont dans ce sentiment d'appartenance, dans cette identité. Ce qui fait que les prêtres ne font que leur job en repoussant à l'extérieur toutes les médisances. Vous êtes ici dans un espace béni, dans un espace qui est protégé. Vos Aousso sont dans un endroit sacré. Donc, on peut à peu près reconstituer ce qui s'est passé chez nous, à peu près jusque dans les années 50, parce que maintenant, il n'y a plus grand monde qui va à la messe, et, bon, évidemment, donc les histoires religieuses, bien. Alors, vous avez ici Laosso, Lecce, par la patronne, ici, qui faisait les rites à l'intérieur, hein, et qui est liée à la première voisine, Lehen Aoussoa. Bon, les deux constituent le premier maillon de l'Aosso. Dans cet Aosso ici, circulent des forces périodiquement, les saisons reviennent les unes après les autres, les jours succèdent aux nuits, et la mythologie basque y est archi-dominante. Une mythologie où tout se passe sous terre, et ça sort par les grottes, par les anfractuosités, ou parfois par les cheminées de cuisine. Vous ne savez pas trop ce qui sort là-dedans. Bon, quand la christianisation est arrivée, on a transporté ces rites par les Ilbidés, on les a transportés à l'église. Entre-temps, on a laissé tomber les aliments hératiaques.
Elles sont toujours paumées, celles-là. On ne sait pas trop où elles sont actuellement et puis même avant. Donc, on a amené nos rites ici avec Odiarleku et sur la tombe, avec la patronne, la maîtresse de maison, et l'Andelechirora qui, au nom de toutes les femmes, organise tout le système. Ce monde-là, maintenant, va se trouver plaqué dans le nouveau monde romain, catholique romain, hein, où le monde commence à un début et s'achèvera à la fin des temps, et dans un monde où il y a le ciel en haut et l'enfer en bas. Ce qui n'était absolument pas les repères de ce système-là. Nous vivons dans ce système-là. Regardez-le, c'est marrant, il y a des pratiques d'église actuellement qui rentrent bien dans cette espèce de schizophrénie et d'ambiguïté. Dernier cliché, et Laousseau là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais Laousseau, il continue d'être enraciné dans la tradition et il se perpétue par le mimétisme. Par chance, il échappe à l'école, et aux instituts et à l'éducation nationale. C'est un enseignant qui vous le dit. Et vous avez ici, par exemple, le carnaval à ça. Mais qu'est-ce que vous voyez? Voilà, nous avons eu un spectacle donné par les jeunes ici, qui nous ont un spectacle de danse. Vous voyez que la tranche d'âge inférieure ici, c'est spontanément et naturellement agglutiné derrière, et les jeunes pousses qui nous arrivent derrière n'attendent plus qu'à venir prendre leur tour ici. Et elles n'ont pas besoin d'être punies si elles le font bien ou pas bien. Laousseau continue par la tradition. C'est-à-dire que tant que nous vivons et tant que nous sommes là, nous avons encore quelques bonnes chances de continuer à y être. Bien sûr, je cite pour terminer le livre de Claude, que beaucoup d'entre vous connaissent. Le livre de Maïté, le cours de Maïté sur le droit basque et la société traditionnelle. Le livre de Barandiaran que j'ai traduit dans le dictionnaire illustré de mythologie basque. L'étude de la condition d'Aousso dans le sud-ouest de la France par M. Toulgoat, qui est mort malheureusement il y a quelques années maintenant. Et puis ici, Maître Barandiaran. Ici, quelques-unes de ses œuvres, vous voyez, c'est le tome 20, 22. Et puis là, c'est le petit groupe d'Eddiker, des chercheurs d'Eddiker qui ont vieilli lentement avec lui en faisant les enquêtes dans les villages. Et nous sommes ici à Morena de Alava, avec ici la jeune mairesse, élue basque, en plein cœur, contre Logrogno, s'il vous plaît. Voilà. Et bien j'ai terminé. C'est voilà. Je vous remercie de votre attention.